Dans cet exercice de révision, nous allons chercher à établir la pression P de Z, mais au sein d'un gaz compressible, et ainsi constituer la loi de l'atmosphère isotherme. Considérons un gaz, comme de l'air, au repos dans le champ de pesanteur terrestre. Le gaz a une masse volumique ρ qui dépend de la pression et de la température. Si on modélise le gaz par un gaz parfait, alors on peut relier la pression à la température à l'aide de la loi du gaz parfait. La quantité de matière considérée est reliée à la masse par la masse molaire, par la formule petit n égale petit m sur grand M. On peut injecter cette relation dans la loi du gaz parfait. On voit qu'on peut déduire de cette loi la masse volumique du gaz compressible. On réarrange ainsi l'équation dans ce sens. On voit donc que la masse volumique d'un gaz compressible dépend de deux variables, de la pression d'une part, mais aussi de la température. Dans la suite, on se place dans un modèle d'atmosphère isotherme, c'est-à-dire que quel que soit Z positif, eh bien la température est prise constante, est égale à T0. De fait, la masse volumique ne dépend maintenant plus que de la pression, comme étant la masse molaire du gaz considéré, que divise la constante R des gaz parfaits, la température, que multiplie la pression. Appliquons maintenant la relation fondamentale de la statique des fluides à l'air au repos. Pour cela, on considère une particule fluide en Z quelconque, modélisée par un point matériel M. En ce point, D de P égale moins ρg dz. À ce stade, il faut faire très attention puisque la variable pression apparaît dans la variation instantanée de la pression dP, mais aussi dans la masse volumique du gaz compressible. Enfin, ici, on a bien mis un moins puisque l'axe Z est ascendant. On injecte l'expression de la masse volumique du gaz compressible dans la loi de la statique des fluides. Il s'agit désormais de séparer les variables avant d'intégrer. On sépare ainsi les variables. On s'assure qu'on a la première variable, donc la pression à gauche, et la seconde variable à droite, l'autre terme, moins mg sur RT0, étant constant. On intègre ensuite entre z égale 0 et z positif quelconque. On factorise par le terme constant dans le second membre. On peut ainsi calculer chaque membre de l'équation précédente. P0 étant la pression au niveau du sol en z égale 0, donc égale à la pression atmosphérique. Ainsi, quel que soit z positif ou nul, ln de P de Z sur P0 est égal à moins mgz sur RT0. En passant la dernière relation à l'exponentielle, on établit finalement que P de Z est égal à P0 exponentielle de moins mgz sur RT0. Il y a finalement décroissance exponentielle de la pression en fonction de l'altitude dans un gaz compressible à température fixée. On peut identifier une distance de décroissance caractéristique. En effet, l'altitude Z est en mètres. L'argument de l'exponentielle étant sans dimension, nécessairement le terme mg sur RT0 est homogène à l'inverse d'une longueur, donc en mètres moins 1. D'où l'idée d'introduire une grandeur caractéristique grand H, telle que 1 sur H égale mg sur RT0. L'altitude caractéristique grand H est donc égale à RT0 sur mg. Graphiquement, on va trouver grand H en traçant la tangente à l'origine de cette exponentielle décroissante et en regardant quand cette tangente coupe l'axe des abscisses en P égale 0. Grand H est une hauteur typique de la décroissance de la pression dans le gaz compressible. On peut considérer qu'à partir de 5 hauteurs typiques, finalement, la pression ne varie plus et tend ici dans notre cas vers 0. Cette hauteur H dépend naturellement de la nature du gaz puisqu'il est inversement proportionnel à sa masse molaire. H dépend aussi de la température de cette atmosphère isotherme. Plus la température augmente, plus H augmente, et finalement, plus cette hauteur typique de décroissance va être grande. À l'inverse, plus la température de cette atmosphère isotherme va être faible, plus cette hauteur typique va être faible, et ainsi la décroissance va être très marquée à des altitudes typiques finalement de valeurs peu élevées. Alors on peut enfin faire l'application numérique pour l'air atmosphérique à 5 degrés, c'est-à-dire à 278 Kelvin. Il faut bien prendre garde de convertir la masse molaire en kg par mol. On trouve 8,1 fois 10 exposant 3 mètres, c'est-à-dire 8,1 km. Donc dans ce modèle, la pression va commencer à décroître de manière relativement marquée à partir de 8 km. Ce modèle d'atmosphère isotherme est bien sûr discutable, puisque l'atmosphère est non isotherme, la température dépend à la fois de l'altitude, tout comme la pression. On peut alors proposer un modèle d'évolution affine de la température qui diminuerait de manière affine avec l'altitude. Alpha serait alors un coefficient de proportionnalité en Kelvin par mètre. Si on applique la relation fondamentale de la statique des fluides, eh bien rien ne change par rapport au cas précédent, excepté que la masse volumique va dépendre cette fois-ci de la pression et de la température. Il va falloir y être vigilant lors de la séparation des variables.
On a séparé les variables, finalement t de z dépend de z, donc il va falloir l'expliciter avec une loi, d'où la nécessité d'avoir un modèle, par exemple le modèle affine. À ce stade, on a bien explicité la dépendance de la température avec l'altitude, avec la variable z. Il ne reste alors plus qu'à intégrer entre z égale 0 et z positif quelconque. Tout calcul fait, on obtient ce résultat. On retrouve l'expression de t de z quelconque. Au vu des propriétés du logarithme népérien, on obtient cette expression en passant à l'exponentielle. On pose dans la suite mg sur alpha r égale petit bêta, en exposant sans unité. On peut ainsi réécrire l'expression de cette manière-là. On voit que la quantité pression fois température à l'exposant moins bêta qui a été définie précédemment, finalement, se conserve. Cette dernière équation est la base du modèle polytropique de l'atmosphère, avec une température évoluant de manière affine en fonction de l'altitude.